Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 5. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, malgré ma voix, et mon partenaire dans le crime. Oh, 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 Mais pour cet épisode, nous allons donc faire comme d'habitude, deux petites recos, un truc en plus à la fin, et après, on vous abandonnera. Vous savez le programme, vous avez nos voix et pas toutes dans le même état. On va pouvoir commencer et du coup, Roro, c'est quoi ta reco? Marocco, c'est l'album God Save the Gun de Military Gun. Alors, God Save the Gun et surtout Military Gun. Military Gun, c'est un groupe de punk, post-hardcore, d'autres trucs, qui a été fondé par Ian Shelton. Ian Shelton, en fait, c'est d'abord le chanteur et aussi batteur en fait dans un groupe qui s'appelle Regional Justice Center, qui est un groupe de power violence qui a sorti quelques disques qui sont très bien dans le genre. Faut amener les trucs qui tabassent très très vite. Et c'est un groupe en fait qui avait été formé pour documenter l'incarcération de son frère, qui est maintenant d'ailleurs libéré et présent d'ailleurs sur God Save the Gun ainsi que dans Regional Justice Center au micro. Et en fait, du coup, il a pour épancher en fait ou exprimer ses besoins de faire du punk rock, quelque chose de plus mélodique. Il a donc créé Military Gun. Qui est le groupe sur lequel il compose à peu près tout. En fait, dans le groupe, il est aidé par d'autres personnes, mais c'est lui qui est crédité sur tous les morceaux, en tout cas pour la composition avec d'autres personnes. Et God Save the Gun, c'est leur deuxième album. Après donc un premier album qui était Life Under the Gun qui est sorti en 2023 et deux EP en fait All Roads Lead to the Gun part 1 et 2 et en fait qui était sorti en 2021. Donc pour moi déjà Military Gun c'est un groupe que j'ai découvert autour de la sortie des EP en fait, avant la sortie des albums, que j'ai trouvé du coup très très bien et que j'ai pu voir en live en fait beaucoup de fois puisque Ouais. en fait en 2023 ils étaient tout en Europe, moi je les ai dû voir 3-4 fois. Donc j'étais à leur concert à Amsterdam avant la sortie de l'album, j'étais à Manchester à l'Outbreak pour la sortie de l'album, donc le jour même de la sortie de l'album quand ils ont fait leur concert à l'Outbreak Fest. Et ensuite je les ai revus genre le mois d'après ou un truc comme ça avec Rival Schools, donc qui est un groupe de post-hardcore du guitariste-chanteur de Quicksand. Ouais. Et je les ai revus tout récemment, donc cette année, avec... alors non, je les ai revus aussi avec Gum, et je les ai revus, je crois, dans 2024, et je les ai revus donc, du coup cette année, un peu avant la sortie de l'album, de nouveau à Lord Breakfast. Donc c'est un groupe que j'ai pu voir évoluer sur scène, en fait, ce qui est, pour moi, je trouve toujours assez intéressant. L'intérêt de voir un groupe, surtout sur une même tournée, c'est que du coup, tu vois vraiment en fait le décalage à chaque fois, de dire genre ok, tu les vois une première fois, tu vois le set, puis tu les revois du coup refaire leur set, mais du coup avec quelques semaines d'après, voire un mois ou deux d'expérience. Ça fait quand même beaucoup de différence quand le groupe taffe bien, et pour le coup c'est le cas, quoi. C'est un groupe qui a vraiment grandi sur scène, ou en tout cas si ils ont pas grandi, puisque les morceaux sont surtout écrits par Ian Shelton, en tout
cas, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de travail et tu vois l'évolution, en fait, assez logique du groupe, vers quelque chose de beaucoup plus mélodique, en fait, même si le premier album de Military Gun, c'était quelque chose quand même de très, très, mélo, hein, hardcore mélodique, avec, ben, voilà, des touches post-hardcore et des trucs comme ça, mais là, on est vraiment parti dans quelque chose de beaucoup plus presque quasi pop. En tout cas, la production l'est beaucoup plus. Il y a même des touches un peu new wave, des passages avec plus de clavier que d'autres. Et pour l'écriture de cet album, je trouve intéressant de noter qu'il a été, surtout écrit, alors toujours coécrit avec différentes personnes, mais principalement avec le producteur du disque, donc qui est Riley McIntyre, qui est aussi un producteur sur, différents disques, notamment alors Shabaka, Ouais, dont on a parlé, alors c'était pas l'album dont on a parlé, mais l'album d'avant de Shabaka et London Grammar et The Kills. ouais, Donc en gros des groupes de pop rock. Heu et là avec, God Save the Gun, on est clairement dans ce domaine-là, on est entre le punk hardcore, le post-hardcore, donc quand même au niveau des riffs, au niveau des mélodies et en fait la manière dont tout ça est enveloppé, en fait, c'est très, très pop. Hem et du coup, ça donne un disque qui est extrêmement efficace. Je trouve, avec ce disque, ils ont atteint un niveau vraiment supérieur, vers, toujours ce que le groupe attendait, hein. C'était vraiment toujours des morceaux toujours de plus en plus mélodiques, un peu plus catchy et là, on est à fond dedans, il y a pas de souci. En revanche, c'est un groupe qui aborde des thématiques beaucoup moins légères, hein. C'est un groupe qui est vraiment sur, les losers et comment dire? L'échec et comment se remettre de l'échec. Hem, les paroles en fait dans le disque mais globalement dans le groupe, reflète énormément l'état d'esprit en fait de Ian Shelton, sur, comment lui se considère, et sa manière en fait très, comment dire? Sa manière la plus il essaie d'être très réaliste en fait, par rapport à qui il est en tant que personne et le fait que, ben, c'est un type qui reconnaît très ouvertement avoir déçu des gens, avoir eu une attitude, irresponsable par moment, et donc essaye du coup de faire mieux en fait. Hem, ouais. pour donner un peu de contexte, en fait, Ian Shelton à la base, c'est un mec straight edge. Il était Mmh. donc, straight edge depuis jusqu'à ses 30 ans. Straight edge, donc pour les gens qui écoutent, qui connaîtraient pas, hein, c'est un mode de vie qui est associé au hardcore, où les gens font en gros le vœu de pas, boire d'alcool, de pas fumer, en fait, de s'abstenir de drogues récréatives. Certaines après partent dans d'autres directions et ajoutent le véganisme ou, rajoutent d'autres trucs, plus ou moins, liés à ça, comme le fait de vraiment pas vouloir prendre de drogue du tout, du tout, du tout, genre pas de médicaments. Il doit y avoir des gens comme ça, bon, c'est c'est pas nécessairement son cas. Moi personnellement je suis straight edge donc je suis juste dans la phase, pas d'alcool, pas de drogue récréative. Mais en tout cas lui il était jusqu'à ses 30 ans, notamment parce que sa mère en fait, est alcoolique et du coup quand étant très jeune en fait, il raconte même avoir accompagné à des du coup des réunions d'alcooliques anonymes. Ouais, Donc il avait vraiment le vœu de pas boire d'alcool. Jusqu'à ses 30 ans, en fait, où, par, différentes, enfin voilà, il s'est a a mis il est arrivé au fait de commencer à boire. De pouvoir consommer de l'alcool et il s'est très vite rendu compte, en fait, que d'une, ça lui permettait du coup d'avoir un esprit plus clair, que ça lui permettait des fois un peu d'avoir un p d'être plus en contrôle par rapport à tous les doutes qu'il pouvait avoir. Mais en même temps que, bah, comme il avait une personnalité très addictive en fait, que très, très vite en fait ça allait tourner dans la même direction que sa mère en fait et donc du coup qu'il allait avoir besoin de repartir et donc du coup de nouveau ne pas consommer et en fait, ce parcours en fait est retracé en partie dans l'album en fait. Le fait de se rendre compte très vite que tu trébuches en fait, que tu avais une direction qui était plutôt OK et que finalement, en fait, en essayant de trouver une solution à ses problèmes d'anxiété et ses problèmes d'incertitude, bah, voilà, il plonge, quoi et il y a le besoin, du coup, de se ressortir de là et du coup de trouver un échappatoire à cette situation et c'est vraiment ce que chronique, en fait, le disque, et le fait, en fait, en gardant toujours à l'esprit de faire des morceaux catchy. Donc il y a ce mélange en fait entre, je fais des paroles d'une sincérité, d'une honnêteté brutale
et en même temps, je fais des refrains qui sont extrêmement, mémorables et tout le disque, en fait, a réussi, en fait, à très bien se comment dire? Comment dire? À balancer, en fait, Ouais. les 2 et avoir, des titres quand tu écoutes les paroles un peu plus, quand tu prêtes attention un peu plus aux propos, tu te trouves face à quelque chose d'assez déstabilisant, voire même d'assez enfin, parfois déprimant et paradoxalement, en fait, des morceaux qui passent super faciles, qui sont extrêmement bien, extrêmement mémorables et un disque qui pourrait être, voilà, aussi facile d'écoute que, je sais pas moi, peut-être pas Americana de Offspring, mais plutôt Smash, quoi. Des sans être vraiment similaires, quoi, vraiment une machine à hit, quoi. On est vraiment face à une machine à hit, peut-être plus comparable d'ailleurs à Turnstile au final, même si musicalement c'est pas le on n'est pas dans le même domaine. Hem, c'est une grosse, grosse machine à hit. Mmh. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, déjà, je les connaissais pas, je me rends compte que je les connaissais pas du tout, mais comment dire? Et bah, c'est très bien! Bah oui, Ouais. Ah non, non, c'est juste non, je blague ça à part. c'est un disque que je me suis dit genre: «Je vais pas trop prendre de risques avec Arnaud, je pense que ça va aller, quoi». Ça ils sont c'est très, très, il y a une façon de te prendre, l'oreille, quand tu aimes ce style, de t'emmener, dedans, de rentrer dans l'album. Les 2 premiers morceaux, Pity Two enfin P.2 et Bad Idea, une façon de te faire rentrer dans l'album et donc du coup dans leur cette première proposition qui est assez cool, qui est oui, tu as raison, il y a une petite pointe pop qui semble, relativement «présente» entre guillemets, enfin, tu sens une petite truc comme ça, tout en gardant, quand même une tu un bon post-hardcore je trouve pour moi, pour être vraiment plus honnête, pour être bien calé, mais l'album prend vite d'un angle hyper intéressant, de choses, plus variées, plus enfin, c'est encore un de ces albums que je trouve génial parce qu'ils gardent leur identité et tu sens qu'ils apportent plein de petites touches à droite à gauche, qui réinjectent d'autres trucs qu'ils entendent. C'est d'ailleurs un truc dont on va reparler bientôt, cette manière de travailler Ouais. et c'est vrai que, j'ai le son est étonnamment cool, mais avec la patate qui va bien. Il y a pour moi il y a un vrai, vrai, vrai travail. Alors là, pour le coup, c'est toi qui vas me dire, le groupe est composé de combien de personnes exactement? Il y a 2 gratteux, un bassiste, un batteur et le chanteur. Ouais. Et bah, je trouve qu'ils ont un son extrêmement de guitare et de ligne de basse incroyable. Ils pourraient doubler chacun, ça me surprendrait même pas. Je suis vraiment très, très surpris de la comment ils construisent les morceaux. Il y a une forme d'équilibre, dès le départ entre la basse et la guitare, plus que les autres éléments, on va être honnête. Heu, Même si la batterie n'est pas en retrait, hein. Mais je trouve vraiment que leur point fort, c'est cette construction qu'ils ont sur ces 2 points-là. Ouais, Ah, c'est tout à fait juste. Je pense que ça c'est aussi accrédité beaucoup à l'expérience scénique, hein. Ils sont aussi très, très, ouais, vraiment très bien calés tous ensemble. Pour les avoir vus du coup en live, cette année, c'était encore plus en place en fait que ça ne l'était auparavant. Hem, ils sont et puis surtout ils sont vraiment méga méga enfin pas forcément communicatifs, mais tu sais, c'est vraiment le chose déroule sans problème, quoi. C'est vraiment devenu une machine qui fonctionne du début jusqu'à la fin, sans souci. ouais. Il y a du coup, j'ai une vraie question, c'est leur deuxième album studio, c'est ça? C'est ça, ouais. Heu, là honnêtement, la qualité, la maîtrise du bazar, c'est assez ouf. Tu penses qu'ils vont aller vers quoi? Parce que moi, je suis super curieux. Plus pour une fois, je suis hyper que j'aurais aimé qu'il y en ait au moins un autre album, voire à 2 autres. Je suis vraiment hyper client. J'ai envie de voir, vers quoi ils vont tendre parce que j'ai jeté vite fait une oreille à Life Under the Gun, et c'est pas tout à fait la même tonalité pour moi. C'est C'est un poil plus lourd, en fait. ouais et alors moi, perso, je préfère God Save the Gun, hein, heu du coup, je suis super curieux de voir vers quoi ils vont aller parce que entre l'historique de l'album qui est quand même extrêmement particulier, le fait de raconter l'incarcération, enfin de tourner autour de la question des addictions et tout ça
et du coup maintenant, enfin je suis fasciné par le parcours que va pouvoir proposer et musicalement et intellectuellement le groupe. C'est assez étonnant. C'est vraiment extrêmement étonnant, quoi. Bah, je pense qu'ils vont tourner vers quelque chose d'encore moins punk, en fait, et je pense qu'il y aura plus de collaborations parce que autant l'album précédent, je pense que je sais pas à quel point les autres membres étaient impliqués dans l'écriture, mais là, pour le coup, ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout des, heu, des participants extérieurs, en fait, qui sont venus, participer à l'écriture des morceaux avec le chanteur et pas Ouais, tant, en fait, les membres du groupe. Donc autant l'interprétation est nickel, par le groupe de tournée, du coup, là, pour le coup, ils sont pas tant que ça impliqués dans l'écriture. Et je les vois partir vers plus de quelque chose, bah, encore quelque chose de beaucoup plus pop, en fait. ouais, Puisque une des particularités de ce disque, c'est non seulement le fait d'avoir écrit les morceaux avec d'autres gens qui sont pas nécessairement des gens qui viennent du punk rock et ou du hardcore ou du post-hardcore, mais d'avoir aussi inclus des guests. Donc notamment, alors il y a la chanteuse de Mannequin Pussy qui est sur, un des morceaux. ouais, Il y a des membres de alors MS Paint qui étaient déjà, des gars avec qui, les mecs de enfin en tout cas Shelton avait bossé, sur plusieurs morceaux. Donc, MS Paint d'ailleurs, c'est un truc que tu devrais tester. ouais. Et si vous aimez, Military Gun, MS Paint à mon avis c'est assez facile, mais c'est un groupe de punk post-hardcore, mais sans guitare et avec juste du clavier. C'est Et c'est très, 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 très cool. C'est vraiment, vraiment charmé. L'album qu'ils ont sorti est vraiment monstrueux, donc c'est vraiment terrible. Et ils sont en guest sur un morceau de cet album-là. Il y a aussi un mec qui est un type d'un chanteur de guitariste et chanteur de country rock qui s'appelle Shooter Jennings. ouais, Et il y a, et ça je pense peut-être c'est plus indicateur de la direction prochaine du groupe, il y a en guest le chanteur et guitariste de Modest Mouse. Et Modest Mouse, c'est un groupe de rock avec des tendances un peu punk au départ, mais en fait qui est plus orienté, ouais, rock alternatif, tout. Et je pense que c'est plus vers ça qu'ils vont tendre, en fait. Il y aura moins peut-être il y aura peut-être toujours ces lignes de basse assez présentes, mais je pense qu'ils vont ça va s'orienter de plus en plus vers d'autres styles, en fait, qui vont s'ouvrir à autre chose que juste de punk et le post-hardcore, en fait. ouais, Heu, c'est assez marrant d'ailleurs parce que moi, un de mes morceaux favoris sur l'album, c'est le morceau, Kick It, ouais. où le refrain c'est genre, «Ouais, je suis désolé si je t'ai filé un coup de pied du coup, mais je pense que enfin ça arrivera une nouvelle fois». Et tu voyais enfin ça correspond bien du coup au fait à l'état où le groupe est, c'est-à-dire que c'est encore un groupe, qui tourne enfin dans le milieu hardcore et punk post-hardcore. Donc quand je les ai vus à l'Outbreak, il y avait des gens encore qui slamaient, Ouais, et le chanteur d'ailleurs à un moment est descendu, dans un autre concert, slammer dans le public. Donc c'est encore des gens qui sont habitués dans cette manière de fonctionner, en concert. Et ironiquement, je pense qu'ils vont avoir de moins en moins de gens en fait de ce milieu-là qui vont venir à leur concert, et à mon avis ça va tourner de plus en plus vers un truc beaucoup plus pop en fait et beaucoup moins punk. Juste parce que je pense que le chanteur tel qu'il est, enfin, à mon avis, c'est vraiment un type qui va vouloir prendre du coup des cours et étendre sa palette parce que ses paroles sont super bien écrites et il a une manière super intéressante de poser. D'ailleurs, ouais, il y a un des morceaux d'ailleurs, qui est le morceau un des morceaux central d'ailleurs du disque qui s'appelle, I Won't Murder Your Friends, qui est un morceau sur le suicide d'ailleurs. Et où quand tu vois la manière dont il a écrit les paroles, la manière dont il pose, et surtout les effets en fait de guitare après, ça fait très Failure en fait. Donc Failure, c'est un groupe de rock alternatif, dont on avait parlé il y a longtemps, pour l'album ouais. Fantastic Planet. Mais il y a vraiment ce côté très, très Failure en fait sur ça, et moi je les sens vraiment partir vers quelque chose de beaucoup plus ouvert en fait en termes de musique, et surtout lui en fait qui étende encore plus sa palette en termes de chant qui soit beaucoup plus confortable, à poser. Hem, Parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait dans ce disque, et dans sa voix, en fait, finalement, il reste quand même toujours sur le même ton, en fait. Et c'est d'ailleurs Bah, une des forces du disque, hein, il reste toujours sur les morceaux, tu passes d'un morceau à l'autre, en fait, il y a toujours quand même sa manière de poser, sa voix, en fait, qui est très, très punk. Mais je pense que c'est un type qui va vouloir étendre, du coup, sa palette et son registre vocal, parce qu'il va sûrement vouloir exprimer les choses d'une manière un peu différente. c'est Ian Hem Shelton, c'est ça son nom? Ian Shelton, ouais, donc qui est le fondateur, quasi compositeur de tout, et donc du coup, chanteur. Mais je voulais d'ailleurs repartir un peu sur le morceau, I Won't Murder Your Friends, que moi il Ouais, m'avait pas interpellé tant que ça à la première écoute en fait.
Et en fait, c'est en lisant un peu dessus, en fait, que je me suis rendu compte, du propos exactement. Alors c'est un morceau où il y a un sample, d'un artiste qui s'appelle David Choé. Alors je sais pas si tu connais du coup, David Choé, c'est un peintre, contemporain. Il a fait plein de portraits, c'est un type vraiment extrêmement talentueux et il était proche en fait de, Anthony Bourdain. Ouais, Et en fait, il y a un extrait en fait d'un podcast ou d'une interview qu'il avait donné en fait, à la suite du décès du suicide d'Anthony Bourdain, où il parle du fait que genre, il parle du fait que, finalement par son suicide en fait, Anthony Bourdain a tué son ami en fait. ouais, Et parce que du coup, il y a cette dissociation tu te donnes la mort à toi-même, mais du coup ça veut dire que quelqu'un tue l'ami que t'avais, parce que du coup, en tuant cette personne, en fait, tu perds toute considération pour les gens autour de toi. Et c'est cette considération, en fait, cette perspective sur le suicide qui l'a amené à, du coup, à écrire les paroles de ce morceau, où il y a ce monologue, en fait, où le chanteur, en fait, analyse, du coup, d'abord, commence par un point de vue de dire, genre, j'ai envie de tuer cette personne, parce que du coup, cette personne, ce qui veut dire les aspects de sa propre personnalité qui l'insupportent, jusqu'à arriver en fait dans les derniers couplets en fait où il arrive à la conclusion en fait que s'il se donne à mort lui-même, du coup il cause enfin un drame incroyable aux gens qui qui l'aiment et aussi il y a cette ligne de texte qui est vraiment pertinente et qui est surtout très importante où il évoque le fait, il dit clairement genre, «Est-ce que tu penses à la personne qui va découvrir ton corps?» ouais. Et c'est cette perspective particulière de dire genre c'est une perspective finalement de dire genre, bah, si tu te donnes la mort à toi-même, c'est pas non seulement un acte égoïste par rapport à ta propre personnalité, mais aussi par rapport aux gens autour de toi, en fait. Mmh. Et c'est un titre qui est alors d'une extrêmement bien composé, les paroles sont super intéressantes quand tu vois la manière même dont il chante, au-delà même de l'écriture, la manière dont il pose ses mélodies en fait, et comment il accentue certaines parties de certaines lignes de texte, alors que si tu lis de but en blanc, tu pourrais l'impression qu'il y a pas nécessairement de rime en fait, il y a pas tant que ça de structure très claire, et en fait la manière dont il accentue, c'est extrêmement bien pensé. Mmh. Et cette conclusion du coup avec un effet de guitare qui est très, très Failure, du coup c'est vraiment pour moi un de ces morceaux, tu te dis genre: «Ah OK, le gars va vouloir parler plus de trucs encore plus personnels», mais surtout étendre encore plus, ce qu'il fait parce que pour le coup, enfin, le disque est bien, mais encore très limité en fait dans un cadre très Ouais. punk, qui du coup peut-être un petit peu encore, quelque chose qui va chercher à repousser les limites. Hem, je sais pas toi quel morceau t'as particulièrement c'est les morceaux que t'as préférés dans le disque? Alors moi, je suis plutôt sur, alors «Maybe I Will Burn My Life Down». Je pas je tout à l'heure, je Alors, il faut que tu me répètes ça parce que ton ah prononciation là là, anglaise est et toujours incroyable. plus mon nez pas possible là, c'est «Maybe I Will Burn My Life Down». Oh, Maybe I Will oui alors du coup c'est le morceau numéro 7. Voilà, OK. alors en vérité, il vient juste après, alors attends, c'est Daydream, juste oui, après Daydreams, qui démarre avec une intro guitare qui pareil fait une bonne rupture avec le reste de l'album, et du coup son intro en batterie cash brute m'a littéralement pris, et je sais pas pourquoi, celui-là il est vraiment resté dans ma tête. Ouais, non, Il y a quelque chose, non, par contre enfin, dans la même logique que ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi, c'est à la fois la force et la faiblesse, c'est la voix du chanteur pour moi de l'album. oui. C'est la force dans le sens où c'est lui qui porte le truc, c'est lui qui amène la rythmique, une forme de qui est toujours cette façon, cette expression directe des mots, mais c'est aussi sa faiblesse parce que si tu accroches pas à sa voix qui est, hem, pas particulière, si, enfin qui est une qui a C'est une voix de un chanteur de hardcore mélodique, en fait. ouais, qui a un Pratiquement, rendu, il est tu sais, le chanteur de The Offspring, il a finalement un peu la même, le ouais, pas à peu près le même grain, ou en tout cas le même registre. C'est des gens qui peuvent je pas qui ont pas un registre très élevé, en fait, qui vont ouais. vraiment genre: «Ah, ah, oh, Et voilà, oh, oh» et et c'est du tout. coup, il y a une forme très, monogame où tu vois qui fait que des fois tu Monocorde. ouais, Oui, parce que mono monogame, ça veut dire que oui, c'est excusez-moi là, oh là c'est là, différent.
c'est pas pareil. il a des rapports différents avec les cordes, OK, genre je veux bien, mais Voilà, et donc il est monocorde, mais pas tant que ça, enfin non, c'est juste qu'il y a une forme, tu as l'impression que par moment, tu aimerais qu'il aille un peu plus haut ou un peu plus bas, qu'il aille chercher un peu ouais, plus quelque chose. Comme je dis, c'est à la fois la force et la faiblesse. En même temps, tout est fait, tout est construit et cohérent autour de ça par rapport à sa voix dans toutes ses compos. Donc non, c'est pas une c'est que je dis, c'est faut accrocher à ses choix, mais c'est un vrai choix. C'est pas non plus une f c'est pour ça que je dis c'est force et faiblesse. C'est sa voix, c'est la force et la faiblesse principale pour moi de l'album. ouais et c'est un type d'ailleurs qui je pense, et ça se voit d'ailleurs en partie dans la manière dont il chante, une de ses forces en termes d'un point de vue vocal, c'est la manière dont il gère les respirations. Ouais, Parce que et ça, je pense que ça vient aussi de son autre projet, puisque alors, du coup, tu as peut-être pas écouté, Regional Justice Center, mais du coup, non, j'ai c'est pas eu un le temps. projet de power violence, genre vraiment genre au taquet, quoi. Mais du coup, il est chanteur-batteur dedans. Ah, batteur? Il est chanteur-batteur, donc il fait les 2. Tu as des vidéos de lui, de live, hein, parce qu'ils se Waouh! produisent en live, hein, et le mec est à la voix et à la batterie. Et ça, pour le coup, c'est respiration, quoi. Ouais, Genre, tu des blasts, c'est genre ta 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 et en même temps tu fais tes parties de voix, quoi. Genre, OK, quoi. ouais. Donc, en termes de maîtrise de respiration, le type, enfin, il sait ce qu'il fait et c'est à la fois, en fait, sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que sa force d'un point de vue vocal, c'est justement d'avoir bien géré les respirations. Donc du coup, il a des lignes de texte qui peuvent, aller dans enfin des comment dire? Des lignes de chant qui peuvent avoir des tailles très différentes en fait Ouais. et alterner vraiment de manière très différente. Du coup, ça donne des mélodies plus vraiment intéressantes et paradoxalement du coup enfin paradoxalement, en contrepartie en revanche, d'un point de vue, mélodique, ben, son registre vocal, en termes de juste de notes quoi, il est pas très élevé quoi. Donc D'ailleurs, ça me fait penser, ouais. il doit savoir pardon, que sa voix n'est pas, enfin, peut être un premier frein parce qu'ils ont aucun morceau qui démarre voix. Ouais, pratiquement, Enfin, ouais, sur ouais, cet album en effectivement. tout cas. Ouais. Et je me dis qu'il fait toujours, malgré les choix de texte comme tu l'as très bien expliqué, qui peuvent être parfois un peu, durs, enfin, ils sont pas explicites pour le coup, sauf justement sur I Won't Murder Your Friend, c'est ça? Mmh, ouais, Heu, Ils sont jamais, aussi explicites que dans celui-ci, mais du coup, il y a toujours une intro, il y a pas d'autre mot, 5-6 secondes d'intro musicale ouais, de présentation du morceau, on va dire. Et c'est vrai que je me dis que alors qu'on c'est très courant, surtout dans le hardcore que tout le monde démarre en même temps sur le tac direct tu à fond, ouais. ou pas, ou direct tu dans le mood. Pareil pour la voix. C'est vrai que je me dis qu'il doit enfin, on en revient à ce que pour moi, aussi, fait la réussite de l'album, c'est qu'il sait ce qu'il fait avec sa voix, il sait comment il l'amène en dehors de la ligne de guitare et de la basse, il sait comment l'utiliser et à tout avec ces 3 éléments-là, il obtient un truc qui est vraiment ultra fort, ultra intéressant, quoi. D'ailleurs, ce qu'il faisait d'ailleurs sur l'album précédent et sur peut-être le EP d'ailleurs, hein, qui est devenu un gimmick, c'était le «ouh ouh». Genre il y a un morceau en particulier sur le premier album, je sais plus lequel, mais où justement il fait, «ouh ouh» et c'est devenu un gimmick en fait et je sais que enfin, quand tu les vois en concert, plein de gens font ça maintenant, font toujours genre et c'est devenu une marque de fabrique du groupe alors qu'en fait, sur cet album-là, il le fait une fois au début de l'album et c'est tout en fait. Ouais, Hem et je pense que pour, le premier album, c'était une manière, en fait, d'introduire la voix en même temps que les autres instruments, donc d'ajouter justement cet élément vocal rythmique et en fait, maintenant, il a fait ça, il met ça de côté parce que justement, il essaye, je pense, de s'orienter vers autre chose que de la rythmique d'un point de vue ouais. vocal, hein, et d'étendre le spectre de ce qu'il fait. Du coup, tu retrouves plus, en fait, ce truc-là alors que tu sais, tu as un gimmick qui marche bien, pour n'importe quel groupe de punk hardcore, tu te dis genre: «Bon, bah, je vais garder ça», tu vois? Genre le nombre de groupes qui a trouvé un truc qu'ils savaient bien faire, dès le Ouais, début, tu ils ont fait genre: m'étonnes. «Bon, OK, c'est bon, quoi». Genre, Korn, ils peuvent plus s'arrêter de faire du Waka tu vois? Ça fonctionne bien, c'est bon, quoi. Je pense que d'une, Jonathan Davis, il a l'air de kiffer, tu vois? Mais en même temps, je pense que les gens le demandent. Enfin, moi, en tout cas, je leur demande. Hem, tu plein de groupes comme ça où genre dès le début c'est bon quoi, tu trouvé le petit truc donc tu vas rester dessus, genre. Ouais, Et là non, oui, toi il consciemment je pense qu'il y a vraiment le réflexe de dire genre: «En fait non, en ouais. fait ce truc qui pourrait très bien fonctionner et qui pourrait garantir que des gens continuent de rentrer dans les morceaux quoi qu'il se passe, tant qu'ils aiment bien le style, ce petit gimmick là je le mets de côté quoi». Ouais.
Ouais, non, mais enfin, donc moi, c'est une super découverte. Je ne vois tu rien d'autre à ajouter sur God Save the Si, Gun? Et toi, est-ce qu'il y a si, quelque si, chose à si, moi dire? je me passais Vas-y. beaucoup de temps, ou au moins un Vas-y, petit peu de go, temps go! sur un des derniers morceaux, qui était un des premiers extraits de l'album et qui est sorti d'ailleurs l'an dernier. D'ailleurs, quand, ce single-là est sorti, je me disais genre: «Ah bah, il va y avoir le nouvel album qui va sortir», puis au final, bah, il a fallu attendre 1 an. Le morceau, c'est Thought You Were Ouais, Waving, ouais. donc qui a été coécrit avec Zach Dawes de groupe Glare, Glare qui est un groupe de shoegaze, post-hardcore, de Texas, qui est vachement bien d'ailleurs, qui a sorti un très, très bon album, cette année sur Deathwish. Et en fait, ce morceau-là, pour moi, c'est vraiment un des morceaux qui a amené à devenir, emblématique. Alors je sais pas ce que toi tu en as pensé? Ouais, C'est, un des morceaux vers la fin, c'est c'est l'avant-dernier l'avant-dernier. morceau, Ouais. le 13e morceau, et pour moi, c'est vraiment un morceau parfait. Alors le clip, qui s'est sorti du coup l'an dernier, est génial. C'est vraiment un de ces clips, qui est le genre de truc que tu voulais voir dans les années 90 ou dans les années 2000, quand il y avait encore plein de clips, hein. Ça commence à revenir maintenant, mais Mmh, là, c'est un de ces trucs qui, à l'époque, quand il était sorti, d'ailleurs au même moment que le clip de Starbuster de Fontaine's DC, en fait, mmh, m'avait laissé penser genre: «Putain, mais ça y est, on est dans le renouveau de l'ère des clips». Et donc le morceau Thought You Were Waving, en fait, c'est un morceau qui est assez triste, en fait, qui fonctionne sur une accroche super marrante, parce que finalement le fait de dire genre, «Je pensais que tu me faisais signe alors qu'en fait tu en train de couler», ça peut être aussi pris d'une manière, comment dire? Un peu, comme étant de l'humour noir, en fait. En fait, quand tu regardes le reste des paroles, il y a plus la description d'une situation où tu es face à quelqu'un, où tu perçois peut-être que cette personne se sent mal, et en fait, tu arrives pas à percevoir exactement comment intervenir, et en fait, avant qu'il soit trop tard. Et donc du coup, le refrain, c'est, je pensais que tu me faisais signe alors qu'en fait tu en train de couler. Je préférerais être capable de lire dans tes pensées la prochaine fois. Hem, Ça me fait d'ailleurs penser à cette publicité assez tristoun, où, tu 2 mecs qui sont, genre dans un banc de supporters, et tu en as un qui est genre toujours, super actif, qui est genre: «Ah oui!» qui est à côté de son pote, et le pote qui est un petit peu genre renfrogné, je veux dire pas aller très bien. Et en fait, donc tu vois plusieurs matchs comme ça, sans en plan fixe, et jusqu'à la fin où en fait, du coup le pote qui était un peu renfrogné arrive, et en fait, dépose une gerbe de fleurs à côté de son pote, parce que, bah, le mec qui allait pas bien, c'est le mec qui faisait tout le temps genre: «Ah allez, on va y aller!» hem, qui essayait du coup finalement de remonter la pente, alors que, bah, du coup l'autre pote, là, passe à côté du coup de tous les signaux de détresse. Pour moi, ce morceau-là, c'est un morceau très, enfin, parfait malheureusement sur la dépression. C'est-à-dire que voilà, tu es face à quelqu'un et tu sais pas comment l'aider, quoi. Tu sais ouais. pas quoi faire, comment lui apporter de l'aide, et en même temps, c'est servi sur une mélodie, en fait, qui est pratiquement un peu, voilà, douce amère, et c'est super bien écrit en plus. Tu as vraiment le premier couplet, et quand tu arrives à la fin du 1er refrain, en fait, tu as, la mélodie qui s'arrête, fait je tun tun tun, et du coup ça repart après vocalement en faisant: «Ah non». Oh, et après ça part sur une autre mélodie. Donc au lieu de répéter la première mélodie du 1er couplet, il fait une 2e mélodie sur différente sur le 2e couplet, avant de partir du coup sur le refrain. Et puis c'est un morceau qui est très, très, très efficace, qui est extrêmement bien pensé, et pourtant qui fonctionne sur une ligne de basse et une ligne de guitare, super simple, quoi. Ouais, non, mais Mais il est moi, je suis d'accord avec toi, quand tu as démarré en disant: «Il va rester», c'est pas le morceau qui va être le ver d'oreille de l'album. Par contre, oui, je pense qu'avec le temps, c'est celui que les gens vont toujours se souvenir. ouais, Il a en et plus, il a une c'est vers façon la fin pareil en plus. d'ouvrir, ouais, il est à la fin de l'album, il a la façon de s'ouvrir avec guitare nette, seule, gros accords, la batterie gros accords plaqués, démarrage juste de la batterie et d'un seul coup, un cri vocal et démarrage de la ligne de basse. Enfin, je veux dire, il a une manière de fonctionner le morceau, comme tu dis, qui est super cool. C'est vrai, je l'ai pas gardé comme morceau favori, vous savez, parce que je trouve qu'il n'est j'aime mieux, je vais pas le redire, celui que j'ai dit tout à l'heure, Ouais, le 7e morceau. voilà, le septième morceau, parce que pour moi, il y a un truc de plus dedans, pour moi, dedans, le plus fort que celui-ci. Mais celui-ci, il a, comme tu dis, il a un potentiel pour devenir le hit que tout le monde se souviendra de cet album dans 10 ans. En live, pour les avoir vus du coup cette année, ils étaient, Ouais. c'était vachement repris par le public en même temps. C'est le morceau que les gens connaissent
potentiellement le mieux s'ils suivent le Ouais. groupe, puisque c'est le truc qui était sorti en single, du coup, il y a 1 an. Mais ouais, ça se reprenait bien. D'ailleurs, enfin, je sais plus ce que si j'avais raconté ça au moment du live report de l'Outbreak, en fait, mais quand ils ont fait ce morceau-là, en fait, il y avait quelqu'un, du coup, en fait, il communiquait avec une partie du public parce que les gens faisaient des signes, parce qu'il y avait quelqu'un qui était tombé, ou genre quelque chose comme ça. Et donc, du coup, en fait, les gens faisaient genre, est-ce que ça va? Genre, oui, oui. Et donc, du coup, après, ils ont enchaîné sur ce morceau-là. Donc, c'était assez rigolo. Donc ouais, c'est un groupe qui non seulement a pris de l'aisance et de la maîtrise sur disque, mais aussi en live, quoi. Tu sens que les gars, voilà, c'est des routiers. Et là, je pense que, enfin, je sais pas s'il y a encore des dates annoncées déjà pour l'Europe en 2026, mais il y a, enfin, de fortes chances qu'on les revoit. Euh, c'est pratiquement garanti. Euh, je les verrais vraiment beaucoup tourner avec Turnstile si Turnstile revient encore en Europe, même si ben, je pense qu'il y a des chances que Turnstile revienne en Europe, puisque leur album a l'air de marcher du feu Ouais. de Dieu, hein, le dernier, il n'y a pas de souci, c'était ça le comble à travers l'Europe, là, donc tout le monde était aux anges de ce que j'ai vu sur les vidéos, donc c'est Turnstile, ils sont tranquillous, et je les vois bien revenir avec Military Gun comme en groupe d'ouverture. Ouais. D'autant que ben ça s'est très bien passé visiblement, les concerts de Highvis en ouverture de Turnstile étaient très bien. Mais il y avait un autre groupe en ouverture de Turnstile, je sais plus le nom m'échappe sur le moment, mais c'est un truc de techno. Et ça a été un four monumental sur Paris. J'ai vu de la vidéo et genre dès tu le groupe, donc Turnstile qui essaye de diversifier ses groupes d'ouverture en disant genre bon on va pas mettre que des groupes de hardcore, on va mettre aussi des trucs un peu, ou des trucs de rock, on va mettre des trucs un peu différents. Et c'est The Garden, voilà, ça me revient maintenant. The Garden, et tu vois les vidéos de The Garden au passage de Turnstile à Bercy, et les gens sont genre, Ouais. des genre, reste, t'as les gars qui sautillent sur scène, et le public a genre, ok, ok, on fait quoi d'autre maintenant? Genre, c'est vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, je pense que quand ils reviendront, ils remettront plus de trucs comme ça, et plus de trucs un peu comme eux, quoi. Un peu différents, mais pas trop. Ouais. Et donc du coup, bah, je vois très bien Military Gun passer avec eux parce que bah, c'est un peu la même. C'est différent, mais en même temps, je pense que le public, si vous aimez Turnstile, il y a des chances que vous aimiez Military Gun. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le même atmosphère, ce sera plus tristoun que Turnstile. Turnstile, c'est quand même les hippies, quoi. C'est pas la même Et vibe, mais c'est bien plus mais c'est tout aussi bon, quoi. voilà, et musicalement, c'est quand même assez proche. Ouais. Donc voilà. Hautement recommandé, God Save the Gun de Military Gun. Alors on va passer à Marocco si c'est bon pour toi. Mhm. Alors pour Marocco, sachez-le, vous avez échappé à ça. Parce que oui, ma première intention, c'était ça. Mais en discutant, en faisant la préparation éditoriale de cet épisode, tu m'as dit: «Quand même, il y a des trucs un peu plus mieux encore que ça» et tu m'as glissé subrepticement un album à écouter et qui a fait, soyons clairs, mon ravissement total. C'est l'album Witness de Fact. Donc, alors, qu'est-ce donc que Fact? Fact, c'est donc un groupe, japonais de post-hardcore qui a été créé en 1999, qui s'est arrêté une première fois en 2015 et qui s'est reformé depuis 2024, mais principalement pour faire des tournées uniquement, si j'ai bien compris. Ils ont juste fait quelques dates en fait d'adieu, parce qu'ils ont sorti le dernier album du Voilà. coup Case the Hit en 2024, et en fait quelques mois après ils ont splitté. Du coup il y a eu quelques dates mais sans plus, et quelques années du coup bah là en 2025 en fait, ou 2024, ils ont essayé de se reformer pour faire vraiment des concerts d'adieu propres en fait au public, Donc c'est ça. parce que on va en parler un peu plus, mais c'est un groupe, du coup, je pense que les gens qui nous écoutent vont pas forcément connaître Fact, mais en tout cas au Japon, c'est plutôt connu, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce qu'une fois de plus, le problème quand on tombe sur des musiques avec des sources asiatiques, très souvent la question c'est d'avoir la documentation un peu
qu'on puisse relire. Le vrai truc, moi, alors pourquoi Fact? Alors pourquoi en vérité je comprends tout à fait maintenant pourquoi tu me dis: «Écoute plutôt» parce que quand même, dans le style, c'est quand même bien mieux. Oui, c'est incroyable. Soyons clairs, c'est incroyable. Hem, il y a cet album est parfait pour moi, dans le style. Non, non, mais, je vais être zéro pitié, il fonctionne, de A à Z, je suis rentré dedans, je l'ai écouté d'une traite, je l'ai remis derrière, puis je l'ai remis encore derrière. C'est extrêmement rare que je fasse ça. Je sais pas, je suis vraiment tombé amoureux de, l'intégralité de ce qui, de de cet album. J'ai commencé la le rythme de me faire du coup toute leur discographie qui, Dieu merci, n'est quand même pas non plus immense. C'est l'intérêt des groupes qui ont fini. Ils sont donc Heu, 5 au final, je crois, dans l'album. ouais, alors moi j'en ai 6 au total. Ah OK. J'en trouve 6. Alors j'ai peut-être, Non, non, ouais, mais tu dois avoir raison, je pense que je connais juste il doit y avoir un truc avant l'album éponyme et puis ouais, ils ont signé du coup sur, ou en tout cas ils ont eu des deals en Angleterre. Ils ont signé sur Vagrant pour, l'album éponyme. pour Fact. Ouais et ensuite il y a 2 autres disques In the et Blink of the Eyes, putain, aujourd'hui c'est enfin compliqué. voilà. Burundanga, Witness donc et Voilà, Katie. Witness et Kiss the Hit et puis c'est tout quoi. Heu, Witness est finalement, l'album que je préfère d'eux, mais alors Kate It, c'est pareil, c'est une énorme tuerie. Si vous avez aimé Witness, allez écouter Kate It, moi je l'adore aussi. Il y a un vrai truc dans la proposition, j'ai lu à droite à gauche que ça s'appelait du melodic hardcore ou, Alors le je suis Melodic pas très d'accord avec alors ça. le Melodic Hardcore, savoir que c'est un truc qui s'adapte à plein de choses, notamment à Ouais, des groupes comme Vision, mais aussi même le genre Smash de The Offspring, il y a des gens qui parlent qui appellent ça du Melodic Hardcore en gros, donc c'est ouais, assez vaste. Moi le terme que enfin j'utilise plutôt pour enfin, il y a plein de choses dans ce que fait, Fact, mais un terme qui correspond assez bien malheureusement, enfin parce que pour le coup c'est peut-être le meilleur représentant d'un genre qui est je trouve pour moi horrible, c'est l'easycore. Et ouais, l'easycore, c'est, du metalcore avec du punk mélodique, en fait, sur les refrains. mmh, Donc notamment, Day to Remember, c'est le groupe, tel qui a popularisé l'easycore et mais eux, en fait, ils faisaient un truc un peu différent et je trouve qu'il y a des éléments, en fait, d'easycore dans ce qu'ils font. Il y a des morceaux sur Witness qui sont assez proches de ça, mais il y a rien de prévisible par rapport à ce que fait des groupes, bah, comme Day to Remember où c'est vraiment très genre mosh part, genre touc-doum, touc-touc, toudoum, toum 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 et puis genre refrain mélodique. Hem, Fact en revanche, c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup mieux composé, c'est beaucoup plus riche, ouais. c'est enfin, les mélodies sont ouf, quoi. Ah non, moi Les gars, c'est il y a ouf. 3 gratteux quand même. Ah moi je trouve ça incroyable ce qu'ils ont, le son qu'ils ont, le son qu'ils obtiennent, la manière et une forme de alors je dis bien une forme de finesse, de enfin c'est fluide et il y a des moments où ils peuvent jongler sur un massif, ils vont aller chercher des choses tout en douceur, enfin, ils ont une là, eux, pour le coup, ils ont vraiment un panel dans cet album, en plus particulièrement, un panel de sonorités, de rendu, de, d'énergie aussi du coup, Ouais. il y a des intros électro, le 42 737 est pour moi une mixe tout ce que j'aime, dans le style, que j'ai décidé de te déboucher les oreilles et que tu vas aimer. Je suis vraiment, non, non, c'est vraiment vraiment super découverte, top 5 direct alors que l'album a 10 ans, 11 ans, 11 ans, mais ça c'est 11 pas ans, grave. ouais. Mais, là c'est, celui-là il est en boucle, enfin les 2 là pour l'instant Witness et Kate, enfin leur dernier, moi je les ai, très, très haut dans mes réécoutes, c'est vraiment hallucinant. Hem, il y a j'ai, ah pardon, en cherchant, beaucoup d'infos, là où j'étais hyper surpris, c'est dans l'espèce de dynamique qui apparemment il y a eu entre eux. Tu l'as confirmé quand on a parlé des notes, quand tu m'as passé tes notes, vraiment, c'est assez ouf. Je suis pas surpris du coup de leur histoire, qu'au final les gars split, heu en 2 formations pour aller vers 2 tendances. Je suis ça Mmh. il y a une c'est assez cohérent, mais au final quand on reprend pas mal de recul sur leurs albums du coup, tu vois la direction et tu te dis: «Bah, soit ils arrivent à produire un truc où ils peuvent continuer de cohabiter et ça va être mortel et ça peut être mortel ou une catastrophe.
soit, bah, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont splitté pour aller sur 2 projets différents, et c'est typiquement le genre de groupe que tu sais qui se reforme pour faire de la scène, mais qui se reformera pas pour faire un album, quoi. Oui, parce que pour le coup, en fait, les mecs qui composent principalement dans Fact, et qui ont composé depuis le début, c'est, les 2 gratteux Ouais. principaux et le chanteur. Ouais, ouais, non, mais c'est pas Et ces mes 3 là, en fait, après, ils sont partis faire, donc un groupe qui s'appelle Shadows, qui a maintenant sorti 3 albums d'ailleurs, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins expérimental et qui fait juste, en fait, un mélange de riff metal avec des mélodies très punk rock et pas très metalcore, en fait, mais enfin, très assez métallique et avec, voilà, des gros trucs punk rock, skatecore et tout et ça fonctionne très bien. C'est beaucoup moins foufou que Fact. ouais, Tu retrouveras pas la même dynamique en termes de composition. Ces mecs qui vont plus de genre droit devant, quoi. C'est des morceaux qui sont beaucoup moins surprenants, mais c'est bien. Moi, le peu que j'ai entendu, récemment, parce qu'en revanche, je les ai téléchargés, sur Soulseek parce qu'ils sont pas du tout disponibles sur Tidal. Si les gens ont, Spotify, j'imagine qu'ils sont sur Spotify vu que, ben, comme la plupart des groupes japonais, ou les artistes japonais de manière générale, les catalogues en fait en streaming, quand il s'agit de les mettre, à l'international, ils sont sur Spotify et c'est tout. Ils vont pas chercher ailleurs, on en a parlé ouais, des dizaines de fois là, à l'occasion du podcast, mais du coup, si vous avez Spotify, ce que je vous conseille pas de rester, mais bon, en tout cas pour les pour les artistes japonais, c'est toujours plus facile de trouver tout, sur Spotify. Mais sinon, bah, vous pouvez les télécharger, hein, ou ouais. alors vous pouvez essayer de les acheter, mais en revanche, c'est pas voilà, c'est que, des diffusions, hem, sur des labels, japonais globalement. Mmh. Ce qui a été d'ailleurs l'exception au début pour Fact, puisque c'est un groupe qui a toujours, en fait, tourné un peu à l'extérieur, hem, dès leur début. Donc, si tu veux, je peux revenir un petit peu sur les origines du groupe du coup, parce que j'ai trouvé un peu plus de détails. N'hésite pas, c'est évident que, de toute façon, le groupe, a priori, avait quand même eu une émergence hors ordi, parce que vu que lui, les 2 labels qui les signent en premier, Bullion Records et Vagrant, ils sont pas spécifiquement, spécialisés pour l'Asie. Donc c'est-à-dire que c'est Non, des du gens tout, qui ouais. récupèrent des infos, donc Oui, voilà, c'est des groupes en fait qui sont des Vagrant, c'est un label de je crois de punk rock ou ouais, qui sortent du coup des trucs, plus, aux États-Unis et en fait la raison pour laquelle, ils ont signé à la base sur Vagrant, c'est que, bah, déjà il y avait je pense une petite ambition d'aller, de faire des trucs à l'extérieur quand ils ont commencé à tourner même si, ils ont eu une solide réputation au Japon au début. En fait, après ça, en fait, ils ont eu un deal, en fait, avec Immortal Records, donc qui est le label de Korn, Incubus, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait sur Immortal à l'époque, mais bon, surtout Korn, quoi, quand même, c'est le label de Korn. Enfin, c'est le label qui a signé Korn et en fait, ils ont eu un deal avec eux où ils ont enregistré une reprise du morceau Merry Christmas Mr. Lawrence de Ryuichi Sakamoto pour une compilation, en fait, qui a je sais pas s'il a vu le jour ou pas, mais en tout cas, en fait, à l'occasion de ce truc-là, alors que Immortal Records, ça a fermé genre 2 mois après, ils ont, pu rencontrer, en fait, leur manager, aux US et à partir de là, en fait, ils ont commencé à tourner. C'est pour ça qu'ils ont eu un deal avec Vagrant, ouais. et qu'ils ont tourné un peu aux États-Unis, donc notamment au début, ils ont tourné avec un groupe comme, I Wrestled the Bear, comment on prononce ça? I Wrestled the Bear Once, donc écrit tout attaché, qui est un groupe qui a, peut-être qui a une vite fait une influence en fait, à l'époque, mais pas tant que ça, qui était en gros un groupe, ben, tu vois un peu comme le truc que tu voulais recommander à la base, Ouais. c'est des groupes en fait qui mélangent, un peu tout, genre deathcore, madcore, metalcore, tout à la suite en fait. Donc tu avais genre, des parties un peu de clavier et puis genre un truc, un partie death metal et puis après enfin un chant pop, c'était une nana au chant d'ailleurs, hem et c'était marrant, mais c'était pas enfin, tu un morceau, tu dis genre: «Ah, c'est rigolo» et Puis puis basta, dès le quoi. deuxième morceau, tu fais genre: «Ouais, enfin, c'est vous pensez écrire des morceaux peut-être?» Donc c'est pas allé très loin et eux, en fait, Fact, au début, ils étaient quand même dans une mouvance, finalement post-hardcore un peu à la The Devil Wears Prada, même un peu avant d'ailleurs, Ouais. que tous ces trucs-là et mais ils étaient un peu dans cette tendance un peu, screamo, emo, metalcore, avec, du tapping, des riffs emo, ça partait un peu dans tous les sens. Donc ils ont tourné un peu aux US avec ces groupes-là et ça a plus ou moins marché. Ils avaient des masques au début, parce qu'ils voulaient justement essayer de dissimuler le fait qu'ils ou en tout cas pas dissimuler, mais
faire en sorte de pas trop mettre d'emphase sur le fait qu'ils étaient japonais et dire genre juste prêter attention à la musique et pas prêter pas attention au fait qu'on vient d'un autre pays. Ça a pas très bien marché au final et en fait, au Japon, au final, ils ont eu un succès beaucoup plus important et les 2 disques après, l'album éponyme ont surtout eu un succès sur, de leur pays natal et pas ailleurs, quoi. Ce qui les a pas empêchés de tourner en Angleterre. Ils ont fait quelques dates, en tête d'affiche, ils ont fait quelques dates en Angleterre et surtout ils avaient un tour manager en Angleterre, Bien, ouais. parlait aussi japonais et qui a intégré le groupe à partir de en fait, 1 an avant la sortie de Witness. Cool. Et donc qui est le troisième guitariste et le deuxième chanteur du coup sur Witness. Donc il y a des parties de voix en fait, hein, même si leurs voix sont pas si différentes les uns des autres. Surtout les refrains en fait généralement sont donnés quand même au chanteur principal, mais il y a plein de passages en fait qui sont faits par le chanteur anglais du coup. Comme fact en fait ils ont des paroles en anglais, du coup ça passait plutôt bien. Ceci dit, le mec, je l'ai vu en interview vite fait pour la tournée d'adieu et il parle couramment japonais, quoi. Il est toujours au Japon, il est pas la fin du groupe l'a pas empêché de rester sur place, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est un groupe qui, au départ, avait genre 5 membres, maintenant on a 6. Enfin à partir du coup de Witness et de Case the Heat. Mmh. Ils étaient 6 et dont un mec, du coup, non japonais, ce qui est quand même assez rare, hein, et en plus un groupe japonais qui globalement avait des paroles surtout en anglais, ce qui est aussi plutôt, enfin, c'est pas vraiment la règle, quoi. Mmh. Donc du coup, ouais, Witness, c'est un peu leur, pas leur chant du cygne, mais c'est la rupture au final, hein, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Parce que, comme tu disais, les morceaux super efficaces, quoi, les mélodies sont extrêmement bien pensées. Ouais. Non, ouais, on retrouve sur un système de alors une composition d'album, une structuration de l'album et une structuration des morceaux qui est, enfin tout à l'heure je disais, point faible, force et faiblesse, il y a un point qui est fait la force et la faiblesse. Là, j'en vois même pas dans cet album, honnêtement. Alors, bien sûr, faut adhérer au style. C'est toujours la Ah même oui, mais question. bon, on s'en fout, Voilà. Mais non, ouais, c'est bien de le préciser des fois. oui, mais on s'en bat les couilles, dans Voilà. ce cas-là, c'est un peu le si on peut dire ça sur absolument tout le monde, genre Beethoven aussi, il faut adhérer au style, hein. Moi, j'adhère pas au style Beethoven, hein, je suis désolé, Ça mais dépend lequel, mais on va pas chipoter. ça me Heu, saoule, hein, donc faut adhérer au style pour absolument tout, donc mais allez-y voilà, si vous aimez voilà. le punk Alors, rock un peu metalcore et tout, très même un content. peu plus loin, si vous aimez, je trouve il est tellement bien fichu que à partir du moment où tu aimes, la musique, un peu, hardcore ou punk rock, plutôt d'ailleurs, punk rock ou punk, il y a vraiment quelque chose à prendre dans cet album. Il y a un truc à se mettre dans l'oreille, il y a quelque chose à se faire plaisir, il est vraiment il est pas il est pas easy listening parce que c'est vraiment pas le style, mais il est vraiment mais si tu es déjà dans le mood et dans l'ambiance, c'est un truc dans lequel tu peux rentrer super facilement et puis tu peux adhérer, te plonger, être pris, enfin il est vraiment incroyable, quoi. Alors, je c'est pas easy listening, mais en même Oui, temps, il y a oui. des accroches, mais monumentales. Ah bah oui, Le morceau Ape. oui, j'ai fait Le j'ai oh oh eh oh oh eh oh c'est fantastique quoi, genre ouais, non mais pré-démarrage en trombe. D'ailleurs, vite fait, j'ai vu un bout de live où tu les vois faire et enfin, ils ah bah, assurent quoi, il y a pas de problème je quoi. suis sûr qu'ils le font à la fin celui-là pour faire te danser, te chanter tout le monde, quoi. Alors C'est non du tout, parce qu'en revanche, ils ont un single qui est beaucoup plus encore massif, plus. c'est de leur début, alors que moi j'aime pas spécialement, mais c'est, Fact is Life, qui est sur je crois l'album Sur éponyme. Fact, ouais. Ouais, tu sais, faut voir, hein, les gens préfèrent les débuts du groupe, hein. Là, ce virage-là, en fait, ça a moins été c'était accueilli avec moins d'enthousiasme, en fait. Ah ouais! Je pense que alors c'est d'ailleurs assez marrant, il y a 2 trucs, c'est que d'une, quand tu regardes, en fait, les groupes avec lesquels tournait Fact aux US, en fait, finalement, c'était un groupe qui était un peu, genre, sans le savoir, en fait, était un peu en avant dans la vague ou en tout cas pas influencé par les trucs qui arrivaient au même moment, tu vois? Mmh mh. Donc il était dans ce qu'il fallait, mais en même temps, c'était pas du tout le c'était pas la les finalement, c'était pas les bonnes personnes pour répandre ce son-là et paradoxalement, sur le dernier album, moi j'ai trouvé ça sur un article, d'un site, je crois américain et sur un des derniers albums de Bring Me the Horizon, donc qui est peut-être le plus gros groupe de metalcore actuel, hein, Ouais. groupe de metalcore anglais. Hem, il y a un disque qu'ils ont sorti récemment, alors que je connaissais pas du tout, parce que moi j'ai pas suivi du tout la carrière de Bring Me the Horizon, mais sur l'album, Posthuman Next Gen, alors qui est censé être un album, de metalcore rétro. Donc en Ouais. gros pour les gens qui écoutaient du metalcore, genre il y a 10-20 ans, et qui commençaient qui aimaient bien les trucs un peu foutraques. Bon bah
ils font du metalcore à l'ancienne sur ça, et en fait, le mec qui a écrit le morceau, donc un mec japonais qui a écrit un des morceaux sur cet album-là, alors c'est sur le morceau, j'essaye de retrouver, j'ai mis dans mes notes, alors c'est le titre, c'est un truc à rallonge, je sais plus comment ça s'appelle, Top 10 quelque chose, Ouais, sur ce disque-là. Mais en gros, le mec, quand il a écrit, en fait, il a fait, pour expliquer, en fait, aux membres de Bring Me the Horizon, genre, ce qu'il voulait faire, il a fait, genre, écoutez ce morceau-là de Fact, en fait. ouais, Et donc les mecs connaissaient pas du tout Fact, mais ils ont fait genre: «Ah OK, c'était du metalcore à l'ancienne, quoi. C'est le genre de truc qu'on faisait à l'époque, quoi». ouais, Et c'est vraiment un groupe qui a eu genre c'est là, je pense aux États-Unis, tu vas avoir comme groupe influent pour le metalcore, tu vas avoir des trucs comme, Devil Wears Prada, tu vas avoir We Came as Romans, tu vas avoir aussi Bring Me the Horizon pour l'Angleterre, tu vois? ouais. Et au Japon, Fact. C'est ces mecs-là. Ouais, C'est non les mais gars qui ont fait ça. Et en fait, moi, et comme toi, ce que je préfère, en fait, c'est quand ils ont quitté cet univers metalcore un peu foutraque pour faire plus des trucs punk qui correspondent finalement plus à leurs influences de base, hein, de ce que j'ai vu en interview des membres de Shadows, donc qui sont les deux gratteux principaux de Fact et le chanteur. Les mecs, ce qu'ils écoutaient de base, c'est des groupes de punk rock, quoi. ouais. Notamment d'ailleurs un groupe de punk japonais qui s'appelle High Standard, que j'ai écouté d'ailleurs, qui est très très cool en termes de punk rock, genre basique, tu vois, mais avec des super mélodies, quoi. C'est extrêmement bien foutu. Ouais. Et je crois que c'est l'album, ils ont commencé, je crois, au début des années 2000 ou un peu avant, quoi. Donc c'est vraiment un assez vieux groupe de punk rock maintenant. Et, ouais, Witness, c'est le début du passage vers hey, on va faire des trucs plus punk parce que les machins émo avec du tapping, des trucs de double grosse caisse saccadée avec des mosh parts, c'est plus trop ce qu'on aime. Ouais. On va faire autre chose. Et leur base de fans, elle est quand même plus restée axée sur les machins à l'ancienne. Donc il y a vraiment un avant et un après, quoi, totalement. Et Case the Hit, pareil, c'est quand même beaucoup plus punk, hein. Et ça correspond d'ailleurs beaucoup plus d'ailleurs à Shadows, du coup, si t'aimes bien ça, Mmh mh. je Ah te bah, conseille grave. d'écouter du coup Shadows, il y a des chances que Ouais. ça te passe bien. Hem Mais ouais, je trouve que c'est comme toi, hein, c'est super bien composé, c'est super intéressant, c'est super intense, les paroles sont cool, pour le peu que j'ai capté. Le dernier morceau d'ailleurs a un message super, très, genre ouverture, genre, dire qu'il s'adresse un peu aux fans, hein, d'une certaine façon, d'un point de vue, commentaire sur le virage du groupe, où, les paroles c'est, «Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux ressembler à tout le monde? Hem est-ce que tu devrais pas laisser tomber, les artifices, à l'ancienne et devenir quelqu'un de neuf?» Et tu as des paroles explicites pour dire genre: «Qu'importe votre orientation sexuelle et d'où vous venez et tout, faut être ouvert et tout», et genre donc c'est un groupe joyeux et tout, ils sont gentils, donc c'est bien. Mais en tout cas, c'est clair que c'est peut-être le meilleur album de punk, enfin qui inclut des influences punk à roulettes, Ouais. hem, Punk à mais roulette. tout en n'étant pas du punk à roulettes, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs le truc pour revenir, alors est-ce que tu peux donner le nom du groupe japonais que tu voulais parler à la base? Oui, bien sûr, c'est Ice Cream Neverground. Ice Cream Neverground. Voilà, Ice Cream Neverground. Et Ice Cream Neverground pour moi c'est un peu tous les clichés du punk à Ouais. roulettes, mais avec, des clichés metalcore ou deathcore, et eurodance. Genre alors là en revanche, putain les mecs ils kiffent l'eurodance Ah ouais, c'est et je suis désolé mais allez alors voir les le clip de ce truc, hein. oui, alors en revanche, c'est vrai que c'est taillé pour le live. Tu t'avais montré des vidéos, Mmh. où ils font plein de chorégraphies finalement, ben, J-pop quoi, Bah, pratiquement. ouais, Alors ouais, ouais. ils font des chorégraphies J-pop, mais avec des mouvements de gros de metalcore. Ouais, ouais, non, C'est mais c'est par pas c'est particulier effectivement, ouais. Mais c'est pour moi c'est d'ailleurs la force et la faiblesse du groupe, oui, c'est justement cette tendance aux chorégraphies. Parce que les morceaux sont finalement écrits pour correspondre à des chorégraphies, oui. mais donc du coup, en fait, il y a aucune richesse, en fait, d'un point de vue mélodique. Ah non, mais c'est C'est puis même sur le fond, super, genre c'est produit pour être vendu, c'est produit pour, popper sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. ouais, À partir du moment c'est où je l'ai vu, et que j'étais chercher un peu sur Insta, j'ai eu mais des tunnels de recos de ce truc-là dans 10 000 positions, 10 000 situations, mais c'est quasiment il y a que 3 morceaux qui ressortent. Enfin, c'était au final, entre le moment où on a commencé à échanger
et au final, au moment où tu me dis: «Mais regarde ça, c'est quand même mieux», tu fais: «Eh bah, ouais, entre temps, j'étais déjà moi-même saoulé de ma propre reco», donc ma Et intention de reco. je pense que justement Ice Cream Neverground sont influencés par Fact, tu vois? Ah mais oui, À à mon avis, alors mais garanti que c'est des mecs qui citent Fact comme une ouais, influence, mais surtout les débuts de Fact comme influence pour ce qu'ils font maintenant. mais tu dans les notes que tu as partagées, il y avait un article d'Electric Bloom Webzine, Mmh, qui revenait sur toute l'affect et l'historique de Fact. C'est vrai que c'est incroyable, là maintenant, donc 10 ans après, Fact, après Witness, de voir à quel point cet album-là a laissé des traces partout, dans les ouais, collaborations, enfin dans la manière d'intégrer des musiques d'autres, complètement d'autres, d'autres origines, d'autres styles. Je parlais de 42 737, enfin c'est moi c'est ça, je surkiffe ce genre de mix de hardcore punk, hardcore metal, hardcore techno quoi, enfin il y a tout me plaît quoi. Hem, il y a quelque chose de, tu appelles ça du punk à roulettes. ouais. C'est vrai que moi c'est toujours une expression qui me fait sourire, mais je me demande si elle est positive ou pas toujours à chaque fois. Mais, c'est vrai que, ce truc a une on en revient là pourquoi on en revient, à un de mes trucs toujours préférés, c'est une énergie excellente, Ouais, excellente quoi. complètement, ouais. Ça marche, enfin comme dit, il est, lui il a un héritage. Il a l'album, enfin le groupe a un héritage et cet album-là, à mon avis, a un héritage très particulier du fait de sa richesse et de sa variété intrinsèque dans les choix de composition. Carrément, ouais. Bah, pardon, du coup, est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Parce que moi, à part mon amour infini que j'ai pour le groupe et comme j'ai pas encore fini de repasser toute sa discographie, j'en reparlerai peut-être, mais voilà quoi, c'est clair que, on est sur des thématiques par contre si on n'a pas évoqué le contenu des paroles, comme pour le coup, ils chantent en anglais comme tu l'as dit. Heu, c'est vrai qu'on est moins engagé que Taroko, mais c'est pas stupide non plus. Non, ouais, c'est juste super entraînant et super genre: Ouais, «Ouais, on va tous s'en sortir, youpi youpi tralala», quoi. C'est en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que c'est moins un groupe qui me donne l'impression de se confier, sur des questions très personnelles, ouais. mais plutôt un groupe qui fait des paroles très fédératrices, et très positives pour du coup, ouais, donner envie à son public, juste de bouger et d'être, ouais, d'être content, quoi. Et je rebondis sur un dernier truc, contrairement à beaucoup de groupes, comme de punk hardcore, pour le coup là, la voix est vraiment utilisée de façon très anglo-saxonne, c'est-à-dire pardon, comme un instrument. Ouais. Elle est elle est vraiment harmonisée littéralement avec le reste et c'est quelque chose qui du coup rend les morceaux encore plus forts quoi, encore plus costauds. C'est le point commun qu'ils ont aussi un peu avec, Iron Maiden, parce que non Oui, seulement ils ont 3 guitaristes comme Maiden, mais en plus justement effectivement le «ah ah ah ah», toutes les harmonies vocales, ouais, sont finalement font un peu heavy sur les bords, enfin heavy punk, mais bon au final, les racines du heavy, c'est aussi les racines ouais, du punk, donc voilà, on s'y retrouve. Mais ouais, le groupe en lui-même, pour en revenir vite fait, vers la fin, le le groupe du coup s'est terminé après leur album suivant. Ils ont refait des dates récemment, mais sans plus. Et il y a 2 groupes qui sont, créés à l'issue de cette fin, qui sont Shadows, donc qui sont beaucoup plus proches en fait de ce que faisait, Fact vers la fin. Donc moins éparpillé, mais vraiment plus, orienté juste, punk rock, punk avec, des riffs métal. Et ça je recommande assez. C'est plutôt cool. Et en fait, le mec qui était donc l'anglais du lot, en fait, a fondé un autre groupe. Alors, à la base, avec le batteur et le bassiste de Fact, mais en fait, les 2 mecs sont partis après. Donc le bassiste, enfin le batteur, en fait, non mince, je reprends. oui, Le il y a mec pas de d'origine souci. anglaise a donc maintenant un groupe qui s'appelle Joy Opposite, qu'il a formé avec, donc un mec qui jouait dans The Amity Affliction, qui est un groupe de metalcore, américain. Le mec s'appelle Imran Siddiqui et ils ont formé un groupe qui s'appelle Joy Opposites, qui est signé au Japon visiblement Ouais, et qui ont sorti 2 disques et en revanche, ça a rien à voir avec ce que fait Fact. Très bizarrement, mais enfin, c'est sympa aussi, mais ça sonne vachement comme du Cave-In mélangé à du, Coheed and Cambria. ouais, Musicalement d'ailleurs, le nom du groupe Joy Opposites, le nom du groupe, c'est une référence du coup à un morceau de Cave-In en fait sur l'album Antenna.
Donc voilà, hein. C'est pas très compliqué de voir sous les influences. Mais c'est sympa. J'ai pas trop adoré, mais c'est bien écrit. Et en revanche, ça a rien à voir. En gros, c'est une espèce de rock un peu saturé, bien foutu, mais un peu emo vite fait, mais c'est bien. Et en revanche, ils ont pas trop d'actualité. Ils ont sorti juste 2 singles en 2021 après le Covid, et depuis, ils ont rien sorti. Donc je sais pas ce qui se passe avec ce projet. Alors que Shadows, en revanche, ça continue de tourner, ils ont plein d'activités, donc ça a l'air de bien se passer pour eux. Je recommande aussi un autre truc. Alors tu parlais de Case the Heat. Il y a un single, qui est d'ailleurs le single qui m'a fait découvrir Fact, qui s'appelle Wait, Ouais. et qui est un morceau tiré de Case the Heat. Et je recommande vachement le clip, parce que c'est un clip très très simple en fait, où t'as un gars très vénère qui rentre dans la salle de répète de Fact, et les mecs de Fact sont en train de jouer, donc ils font le morceau, et pendant que le mec s'excite, elle est menacée. Donc c'est un morceau très direct de 1 minute 30, mais pour moi, c'est la meilleure façon de rentrer dans le style de Fact, c'est peut-être avec ce morceau-là, parce que c'est un espèce de mélange entre du Converge et du punk rock mélodique. Donc c'est vraiment le truc qui m'avait vraiment fait accrocher au groupe, c'est que tu vois le morceau, t'as des blasts, c'est très énergique, et en fait, genre, entre les passages super agressifs, en fait, ça s'arrête net, et t'as un couplet un punk rock, quoi. Et tu fais genre, oh waouh, comment vous arrivez à gérer la balance entre les deux? En plus, le bassiste, à cette époque, sur ce clip-là, il a un t-shirt Insect Warfare, donc un groupe de grindcore anglais. J'étais un peu genre, qu'est-ce que c'est que ces mecs, quoi? Genre, c'est un groupe japonais, mais il y a un anglais dans le lot, et il a un t-shirt Insect Warfare, et ils font du punk rock avec du Converge, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc si vous avez peut-être une manière très simple de rentrer dans Fact, c'est tester avec ça, mais honnêtement, Waiting, il est juste, c'est vraiment le mastodonte, je pense, de leur Witness, pardon. C'est le mastodonte de leur discographie. Donc, Ouais. pareil, solide recommandation. Voilà. Vous avez donc, 2 beaux albums pour retrouver un poil d'énergie, c'est nous qui disons ça, avec, nos bruits, nos voix non-stop en ce moment. On va donc passer au petit truc en plus. Alors, pour le truc en plus, nous allons parler du film Together. Pourquoi parler d'un film? Déjà parce qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Deuxièmement, parce qu'il y a à travers ce film une thématique liée à la musique et au fait d'être musicien qui est plutôt intéressante et relativement, pas qui est pas du tout indirect, qui construit un des personnages. On va essayer d'éviter de vous spoiler parce que le film est quand même beaucoup trop récent et parce que je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je le recommande méga chaudement. Oui, moi aussi, je le recommande vachement. C'est pas le film de l'année, il est pas dans mon top 10, mais Non. c'est un très très bon film, bien efficace. En fait, c'est une comédie romantique. Enfin, c'est Ouais, un film romantique, oui, même comédie. horrifique. C'est oui, oui, alors moi, je vais même aller plus loin que toi, c'est un film romantique, fantastique, de body horror. Je C'est pen parfait, c'est exactement ça, ouais. Parce que je le trouve pas spécifiquement horrifique, pour le coup, même Non, si il y a des moments où il vire au gore, mais on est sur du si on dit body horror, on sait qu'il va y en avoir, en fait, mais c'est un poil gore, mais en fait, c'est plus effectivement du body horror, hein, et j'irais même à dire un truc, c'est que le film passe à vraiment pas très loin d'être un peu comme The Audition, oui, s'ils avaient pas mis toute une séquence au début, qui oui, est une j'ai séquence d'intro, qui est bien foutue, mais qui direct place le film dans la catégorie: «Oh, on est en train de regarder un film d'horreur». Et bien, en c'est fait, c'est un 5 vrai minutes après, truc. on passe à autre chose. Bah, j'ai un vrai souci moi avec cette séquence d'ouverture. Elle est bien faite, mais Ouais, en mais elle sert soi, à elle rien, est on la peut-être. revoit pas. Ben si, on Enfin, la revoit à un moment, oui, il y a une scène où justement la petite fille de la séquence d'intro est ouais, dans la classe de, Alison Brie, donc qui est enseignante, oui, et elle a dessiné du coup quelque chose, et il y a juste un peu cette évocation, mais c'est pas si important dans le scénario. D'ailleurs, parlons un peu vite fait du scénario. oui, J'ai mon petit résumé, est-ce que tu je peux. t'en prie, fais le Alors synopsis. alors, le synopsis. Déjà, c'est un film écrit et réalisé par Michael Chanks, donc c'est le premier long métrage. Oui, Et au casting, il y a surtout 2 acteurs importants, c'est Dave Franco et Alison Brie. Donc Dave Franco, donc qui est le frère de James Franco, hein, donc qu'on a essayé d'oublier, et Dave Franco, donc qui ressemble beaucoup à son frère, mais qui est juste un connard, oui, et qu'on a pu voir des films comme Day Shift ou Love Lies Bleeding, et qui joue le rôle de Tim.
Alison Brie, donc qui était dessous dans la série Community, mais qui jouait dans la série Glow sur Netflix, Mmh. et qui joue le rôle de Millie. Et donc Tim et Millie forment un couple dysfonctionnel, qui est pourtant prêt à faire le grand saut pour vivre ensemble, dans une maison, loin de la ville, loin des amis, et loin de là où ils sont rencontrés. Donc Tim est musicien, il est habitué à la vie de musicien semi-professionnel, donc il part en tournée et tout, il semble avoir un peu un projet à lui, mais bon, ça a pas l'air d'aller très loin. Mais il décide de tout mettre de côté pour, ben, se dévouer au rêve de sa compagne, donc qui est Millie et qui elle est enseignante. Et bah, une fois arrivés, dans la nouvelle maison, donc qui est un peu éloignée et tout, dans un coin un peu paumé, bah, ils vont devoir trouver une forme d'équilibre dans cette nouvelle vie à 2. Et ça va un petit peu, enfin les choses vont partir un peu Ça va se compliquer. ça va se compliquer à partir du moment où ils vont se trouver dans une espèce de grotte un peu mystérieuse. Voilà. Moi, j'aurais 2 questions à propos de ce film, donc j'ai compris que tout Oui. comme moi, tu l'as beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu as pensé de la DA? De la direction artistique, Hem, je des trouve colorimétries et de la photo? Surtout la ah! colorimétrie. Alors, je pense pas que je serais capable vraiment de bien parler de ça, parce que toi, c'est plus ton domaine. Hem, Alors, je vais je formuler ça. dirais Est-ce que tu as trouvé que qu'il y avait quand même une espèce de sensation un poil saturée, que justement on oui. avait une vraie recherche esthétique de d'aller vers le côté romantique justement, au moins visuellement et ça jusqu'au bout? Oui, tout à fait, oui, exactement, ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais utiliser comme expression, que c'est un film très lumineux, Ouais. par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un film d'horreur ou en tout cas ou quelque chose d'un peu anxiogène. Globalement, c'est un film qui reste tout le temps sur un ton très très lumineux, l'environnement en fait est jamais une source d'anxiété pratiquement. Hem, tu jamais l'impression que, il y a des mystères, de ténébreux dans cette petite ville, où, tout peut arriver quoi. C'est pas du tout ce genre Alors, de choses. J'ai vu un film récemment, alors qui parlera sup pas à grand monde parce que c'est une toute petite production, mais qui s'appelle, Mother of Lies et où, justement c'est deux personnages qui arrivent dans une petite ville, un peu paumée et du coup, bah, voilà, il fait toujours un peu gris partout, hem et là, en revanche, dans Together, c'est pas du tout le cas. C'est toujours, tout est toujours, lumineux et joyeux, en fait. Il y a jamais d'anxiété. alors je suis d'accord avec toi, mais je voudrais juste rebondir sur un truc. Tu dis: «On n'a jamais l'impression», c'est pas tout qu'il y a que s'il y a pas de mystère caché. C'est pas tout à fait vrai parce que je trouve c'est pas Twin Peaks, c'est sûr, Non. mais le casting, tout le monde a une gueule. Oui. Même d'ailleurs, ça va être important pour la suite dont on va parler, le casting de Franco et de Alison Brie fonctionne impeccablement en termes déjà de gueule et d'impression visuelle. Alors oui, mais alors là, pour le coup, c'est aussi en partie un peu une comment dire? Une nécessité, c'est qu'ils sont aussi en couple. Je Oui, crois qu'ils sont alors mariés. alors je crois que c'est non, ce sont pas beau-frère et belle-sœur, c'est pas ça plutôt? Non, 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 ils sont en couple. Non, ils Ah sont bon, bon, pas OK. non, non, ils sont vraiment, c'est vraiment un vrai couple à la ville. Ah bah, c'est cool. Waouh! C'est d'ailleurs pour moi d'ailleurs ce qui rapproche en partie ce film, et ce qui fait d'ailleurs, pour moi le charme de L'alchimie, ce ouais. film, l'alchimie du truc. Je pense que c'est un film d'horreur qui peut plaire à des gens qui n'apprécient pas nécessairement l'horreur de base, Ouais, mais qui, voilà, parce que non, ce genre de film leur plaît pas, mais parce que finalement la dynamique du film repose énormément sur le couple. oui, Et parce que justement, c'est principalement un film romantique, et d'ailleurs, même fondamentalement, c'est un film romantique. L'aspect oui, oui. horrifique et fantastique ne sert qu'à renforcer finalement le côté la la romance dans le film. C'est la romance qui est et le dynamique du couple qui est, au Bah, centre même de l'histoire. au centre de Et l'histoire, au centre du final, au centre de tout un tas de choses. oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est justement grâce à cette dynamique et à cette dynamique de couple et à la complicité, en fait, qui existe entre les 2, qui fait d'ailleurs que tu comprends, en fait, pourquoi malgré le fait que ce soit un couple dysfonctionnel, que finalement qu'ils soient ensemble, quoi. Ouais, non, non, Hem Il y a un film alors qui vient de sortir, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le Running Man non, pas encore. voilà. Bon, c'est pas ouf, hein, clairement pas. Et un des gros problèmes, enfin un des gros problèmes, un des problèmes du film, c'est quand le film démarre, tu vois, le l'acteur principal, parler à sa femme et autant, le rapport avec leur enfant, avec le bébé, bon, bah, voilà, ils interagissent bien avec et tu sens qu'ils tiennent vraiment à leur môme.
Il y a pas en revanche, il y a pas vraiment de dynamique entre 2 quoi. C'est pas un couple crédible. Tu te dis pas genre: «Ah, ils s'aiment». Ah, Tu te dis genre: «Ah bon, j'ai bah, c'est 2 acteurs qui sont en train de faire une scène ensemble et c'est tout, quoi». Alors que là, dans Together, tu crois immédiatement au fait que c'est un couple. Oui et puis, tu Il y a parlais du de il y a la du scène d'ouverture du passé, aussi. quoi. Ouais, Mmh. tu parlais de la scène d'ouverture, peut-être la seconde scène aussi, la scène de mise en place, avec la fête de départ, Ça, c'est la vraie film, la vraie voilà. scène d'horreur. C Elle est là, la tension du truc. Ah oui, en plus, il y a la dem enfin bon, cette séquence, cette deuxième séquence, donc la fête où ils font la fête avec tous leurs amis en disant: «Et nous, on vous quitte, ça va, on est qu'à 2 heures de route». Ouais, Mais voilà. c'est qui est un grand classique on met le couple, on isole le couple de ses amis pour voir comment ils vont survivre. On va faire simple. Puis alors, Heu, désolé aussi, hein, je tiens à renforcer ça, je sais pas si tu ouais, été dans ce cas, mais le: «Oh, on est qu'à 2 heures de route», putain, ça je l'ai entendu quand je suis parti en Angleterre, et ouais. bah, je peux t'assurer que ça fait toute la différence du monde. C'est long 2 heures de route et c'est quand ça C'est roule et lourd, c'est quand il y a pas de c'est lourd 2 soucis, heures de quand tu le il calcules, quand tu fais ouais, ci, il quand tu faut fais ça. vouloir ça veut dire que tu vas pas croiser la personne par hasard, hein. Ouais, C'est-à-dire que tu vas devoir faire 2 heures de route pour aller voir. à l'aller, Et c'est bah, vraiment, c'est le genre les famous last words pour moi. ouais, ouais. Quand il dit ça, je suis genre: «Ah ouais, non, c'est mal parti». Peu et aucun des, «clichés positifs» entre guillemets des bons films romantiques n'est raté puisqu'on a même les copines qui sont, plus ou moins convaincues, plus ou moins pas convaincues et Oui, la bande de copines qu'on reverra même indirectement parce que malgré la distance, il y a une utilisation assez intelligente pour le coup de la techno moderne. Parce que tu pourrais te dire: «Il y a pas de raison qu'ils soient coupés du monde», mais c'est bien géré de ce point de vue-là. oui, C'est parfaitement cohérent. On n'a pas cette sensation, des fois un peu, je dirais même, bon, ces derniers temps, on a un peu une fainéantise à faire revenir les personnages dans les années 80 ou à f et d'écrire des histoires dans les années 90 parce que finalement ça facilite le fait que les personnages aient des comportements un peu stupides puisqu'ils n'ont pas de téléphone dans la poche. le cliché du: «Ah bah, il y a pas de réseau», c'est Oui, vraiment l'excuse la facile pour effectivement, comme tu dis, faire revenir les personnages dans les années 80, de dire genre: «Bon, bah, pourquoi ils arrivent pas à résoudre leurs problèmes? Parce qu'il y a ils utilisent pas Google Maps, parce mais qu'il y a pas de réseau». Là, en l'occurrence, à un moment, bah, il y a du réseau, enfin, c'est pas ah tant que ça le oui! problème. Ils utilisent internet et c'est pas le problème, quoi. Non, non, c'est je trouve que du coup, on est vraiment sur un film donc récent, moderne, de ce point de vue-là et je vais revenir sur le côté body horror, en Europe, globalement, le body horror, c'est Cronenberg. On va être Ouais, super, on va clairement, ouais. résumer, hein. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas Non, dans du Cronenberg. Les personnages ont certes des fêlures, des tortures, des angles noirs qui permettent de faire avancer du coup l'intrigue et la vie du couple, comme on l'a dit, mais ça n'est pas, dans le même tonalité. Comme tu disais, le film est très lumineux, comme la couleur est tout le temps saturée. On est toujours sur cette tonalité de romantique, pas de comédie romantique, de film romantique, d'histoire d'amour. J'ai tellement envie de vous parler de la fin parce ah, il y a un vrai truc avec cette histoire. on en parlera après l'émission, je pense. Mais il y a un vrai, vrai truc. En C fait, ce qui est pour ouais, rebondir, attends, vas-y. juste pour rebondir 2 secondes, tu Ouais. disais genre: «C'est pas Cronenberg», j'ai envie de dire genre: «Bah non, effectivement, c'est plus Shinya Tsukamoto, c'est plus Tetsuo, en Oui, fait». oui, on est plus près de Tasso, de Tashiki C'est Miike dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est Heu, vraiment très, très, très Tetsuo-esque, en fait, dans la manière dont, justement l'horreur se manifeste. Il y a ce côté effectivement, qui fait partie de l'univers de Tetsuo, oui, de l'addition, de la soustraction, en fait, au corps de l'individu, ouais. qui est au cœur même, en fait, de la dynamique du body horror, à la Tetsuo, à la Shinya Tsukamoto. Mmh. Qui est d'ailleurs propre, d'ailleurs pas uniquement Tetsuo, mais qui aussi propre à, pas Bullet Ballet, mais plus Tokyo Fist, par Oui, exemple. le le réalisateur et en plus, on en a pas peu parlé parce il a pas eu de grosse carrière, mais il est extrêmement intéressant. En cherchant, j'ai vu une interview sur un site, 44 quelque chose, mais surtout, je suis tombé sur sa chaîne YouTube et il y a un film qui s'appelle Time Trap, qui est une petite blagounette de SF, mais incroyablement réalisée, avec des effets ultra maîtrisés, des effets spatiaux, un design de personnage principal qu'on dirait échappé de Spectreman, mais tu Nice. crois. C'est Heu beau ça. Il y a un vrai, vrai truc, il y a déjà une esthétique personnelle qui est ultra travaillée. Hem, j'étais hyper scotché par ce court métrage. Alors j'ai pas eu le temps de voir autre chose, j'ai vu qu'il allait bosser sur un truc qui s'appelle Wizard of Oz, AUS. Alors parce que je crois qu'il est australien d'origine, je voudrais pas dire de bêtises, mais
Heu, mais du coup, donc voilà, c'est oui, ça, il est australien. Il a donc fait et il est je pense que, lui, ce qui le fascine en termes de cinéma, c'est Nope, heu et je vois Nope par moment dans son cinéma, enfin dans Together, dans cette côté de rendre un environnement familier et de créer le Mmh. décalage et cette petite chose qui fait que, heu, au final, le fantastique, l'élément décalant qui peut être flippant, qui peut être étrange, qui peut être, vraiment dérangeant, réapparaît et hem et l'utilisation pareil du gore parfaitement justifiée, Oui, c'est vraiment, enfin je trouve c'est un super film, c'est une super surprise, je vraiment, allez le voir quoi. Est-ce qu'on peut parler vite fait du coup de la Alors séquence d'intro? Parce que la séquence d'intro, même si, finalement on pourrait s'en passer, elle a au moins le mérite d'un truc, c'est elle a au moins le mérite de montrer que le mec réussit à faire une référence ouverte, plutôt ouverte à The Thing, oui, mais à le faire de manière maîtrisée. oui, Et ça oui, pour le coup, c'est pas une mauvaise entrée en matière quand tu dis genre: «Ah bah oui, c'est un peu comme The Thing», sauf qu'en fait c'est bien fait. Et donc du coup, tu te dis immédiatement genre: «Ah OK, le type maîtrise». Parce ouais, ouais. que tu le vois que c'est un truc à la The Thing, mais en même temps, on n'essaye pas de te faire quelque chose de bête, en fait. Bah, tu veux C'est que je te pas bête dise, et méchant. sur cette séquence de voiture, ce qui m'a le plus scotché, c'est quand il soulève le drap, Mmh, c'est pas un jump scare, tu le c'est vrai. sais et pourtant, putain, le flip, il est là et c'est pas un jump scare et il y a pas de jump scare. Oui, ça c'est clair aussi, il y a pas de jumpscare par rapport à la au standard du film d'horreur actuel où, tout repose sur, les des trucs, exagérés. Bah, la série The Conjuring, hein, James Wan et Ouais. compagnie, même si, j'ai beaucoup d'amour pour James Wan et les films de The Conjuring qui sont d'une bêtise Mmh. infinie. Hem, Bah, là, en revanche, on est quand même face à quelque chose de beaucoup plus intelligent, en fait, et beaucoup moins qui repose moins sur du train fantôme. Ouais, C'est ouais. pas un film de train fantôme, en fait. Non, pas du tout, mais non, on est sur un film romantique. Je peux pas mettre comédie, mais sur un film Non, romantique c'est un film romantique, tout à fait. C'est une et romance à la du début jusqu'à la fin voilà, pour et info, avec un élément musical très alors oui, important revenons sur et cette si on partie-là. voulait spoiler, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Bah, on a parlé d'un couple, donc le rôle de Franco, de Dave Franco, est un musicien qui remonte un nouveau groupe au moment où donc il part s'installer avec sa compagne, donc de façon beaucoup plus isolée que la grande ville où ils étaient. Il compose, il doit apprendre, il doit travailler les répétitions, Mais lead vocal. il doit pas rejoindre vos groupes, il doit être musicien de tournée, sur une tournée. C'est ça, Donc il il doit a un poste, il a un job, finalement très, de base quoi, très mais technique, on va dire, voilà, très pas technique, mais créatif. c'est un job quand même, tu vois? Ouais. Un job en dans le dans le domaine de la musique qui demande quand même de jouer, et qui paye. C'est toujours ça de prix, quoi. Mmh. Donc là, il est clairement à vouloir faire ça et et oui, attends, je t'ai interrompu, tu avais Non, sûrement non quelque et chose de du plus coup intéressant à dire. ouais, ouais, c'est sup moi, ça m'a un petit peu surpris parce que, la question de son rôle et de sa enfin, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on reste sur la question du romantisme et sur la question de la vie de couple, tout le Ouais, long et c'est ce qui m'a le plus scotché parce que je m'attendais à autre chose, d'autant plus que alors, l'affiche française est plus intéressante que l'affiche internationale parce qu'elle en montre moins, pour info. ouais. Là, Heu, OK. Bon, du coup, je te demanderai pas ce que de voilà. faire la différence, du coup. Voilà, bah, si la différence c'est les bras, pour ceux D'accord, qui OK. voient donc voilà. Ensuite, il y a tout un tas de références musicales indirectes qui sont assez rigolotes, le vinyle des Spice Girls bien sûr, puisqu'il a une histoire dans l'histoire. Mais c'est super intéressant, parce qu'il pose de nos jours la vraie question, parce que ce couple, il va se mettre à la campagne pour faire simple. C'est un couple de rurbains qui continue de vouloir vivre ses rêves, de vouloir continuer de faire des choses finalement comme ils allaient en ville parce qu'on leur a vendu la connexion à distance, tout ça. Il y a tout ce sous-texte que je trouvais assez, qui m'est venu, après coup dans mon réflexion et que je trouve assez malin parce que, on est un jeune couple, qui ont pas nécessairement beaucoup d'argent mais suffisamment d'amis, qui a une bande de potes. Je vous préviens, c'est hipsterland la fête au début. Oui, c'est clair. Heu ils vont s'installer en province, Oui, enfin, le personnage de Franco joue un musicien amateur, hein. Je veux dire, ah bah, oui, mais bon. non, il monte, un musicien qui est en train de chercher à se réaliser. Donc tu vois, il y a tout un côté, moi je suis très, je trouve que c'est super malin du coup. Parce Oui. que
En plus, en venant avec les autres thématiques secondaires, il y a un vrai truc dans la construction des personnages de notre époque. Oui, c'est des personnages en plus qui sont auxquels c'est facile de s'identifier. Ouais. Autant dans leur dynamique de couple, dans leurs problématiques, il y a rien de du coup de pour un spectateur qui justement, voilà, un peu de la vingtaine, qui a un peu de vécu, romantique. Tu vois la trame de l'histoire se faire et il y a forcément des choses auxquelles on peut se rattacher, Mmh. qui sont très, très, très bien amenées et heu et ouais, qui font que du coup le film fonctionne, enfin la dynamique du film fonctionne très bien quoi, alors que le film surtout ne parle pas du tout, n'essaye pas d'expliquer quoi que Non, ce soit en fait. Il y a vite fait une explication, mais elle est très, très il y légère, a on une passe, raison, pas une explication. voilà exactement, il y a une raison, il y a pas une explication et ça en revanche, merci mon Dieu, putain que j'en ai rien à foutre de savoir d'où vient la menace, mais alors désolé, hein, genre je m'en contrefous. Ouais. Là, Hem, j'ai vu qu'il y avait un The Thing 2 qui va être réalisé par Carpenter, ouais, mais censément, non, on ouais, va je voir, crois hein. je croyais qu'il réalisait plus lui, mais bon, passons. Oui, non, bon, voilà. Heu, Mais tu vois, j'espère que s'ils font ça, tu vois, il fera pas du tout un délire à base de genre: «Alors les extraterrestres, ils viennent en fait de genre, «Et qu'est-ce qu'on a regardez, pour c'est un prédateur!» pardon. Heu, plus qu'on parle de, films quand même de body horror, donc de fantastique, petit point quand même sur la question des effets spéciaux. Soyons clairs, c'est très bien fait. Il y a Oui, 0 souci, il y a beaucoup d'effets physiques, il y a beaucoup de make-up avec un très bon relissage numérique par-dessus. C'est très maîtrisé, c'est pas en excès, ça va avec la photo et avec la colorimétrie dont je parlais. J'ai vraiment, visuellement le film c'est pas une claque, hein, mais c'est une très belle réussite. ça a bien vieilli, hein, je pense. Il y a que 32 millions de budget, honnêtement, global, promo inclus, donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, mais c'est pas énorme, ouais, promo inclus, ça doit être Pour du l'inst coup 16 millions € pour le film, quoi. Enfin, c'est les chiffres annoncés, donc je pense que c'est 32 quoi. Ouais. Il a un worldwide à 32 millions actuellement là, il y a 3 semaines, donc au Bon, il y a des chances qu'il minimum, soit puis surtout il y a des chances qu'il soit rentré dans ses frais parce que pour le coup, là, il y a eu une petite diffusion cinoche. ouais, je ne sais pas, honnêtement. Je reste convaincu que le réalisateur va marquer pas mal de gens dans la plus gros dans l'industrie. Là, ça va être intéressant de voir, ce qu'il va produire. Encore un groupe, comme 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 Military Gun, ouais. comme Military Gun, c'est encore quelqu'un à suivre, je pense, qui est d'une génération, récente, qui montre des choses, pour le coup, une vraie redigestion de tout notre pan culturel et pop culturel, hyper intéressante. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Il va peut-être rien faire de bien, c'était peut-être, son Oui, masterpiece, ça arrive, hein. mais vraiment Together, allez le voir et si une fois que vous l'aurez vu, venez nous en parler, hein. Tout à fait. Vois-tu quelque chose d'autre à ajouter? Bah oui, j'ai des trucs à ajouter, mais c'est des trucs Allez, en ouais, spoiler, donc on en parlera voilà, après l'émission, désolé, désolé. Mais allez donc voir le film et puis venez nous en parler, du coup. voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous parler de nos recos et de Together, sur les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver sur la page de recosic.lepodcast.fr. Voilà, on espère que vous allez bien, on espère que nos voix et nos tours réciproques ne vous ont pas trop gêné sur cet épisode et on vous dit à très vite. À très vite, bisous!